Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons retrouver un ami que nous avions déjà fait passer à la radio. Je veux parler de José Dos Santos, à qui je dis avant tout bonjour José. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous inviter de nouveau. Nous avions la dernière fois parlé d'immortels et d'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet, je dirais pas plus sérieux, plus poignant, en quelque sorte, puisque nous allons parler de l'époque de la Shoah, que vous décrivez très, très bien. Alors, ce sont des romans, il y a deux fascicules. C'est romanesque, mais toujours basé, comme votre principe, par des faits historiques révélés et surtout vérifiés. Alors, dois-je encore vous présenter? Je vais quand même dire quelques mots pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission sur Immortel. Vous êtes un journaliste et écrivain portugais. J'ai compté 13 romans. Je me trompe peut-être? Un français, mais un portugais, j'ai publié 23. Boum, boum, boum. Bon appétit. Bravo. Et vous êtes actuellement le présentateur phare du journal télévisé de 20 heures de la chaîne publique portugaise. Donc, on dit bonjour à tous nos amis portugais. Et comme je disais en préambule, là, vous abordez un sujet très douloureux de l'histoire contemporaine. Hein. La Shoah, c'est quand même un énorme morceau. Et c'est quelque part grâce à des manuscrits qui ont été retrouvés, qui avaient été cachés, qui ont été retrouvés près des fours crématoires enfouis, que vous nous amenez très près de l'histoire, au cœur de l'enfer. Alors, José, le magicien d'Auschwitz, le deuxième tome que je présente directement, parce qu'il est possible que José vous fasse un résumé concis des deux, le manuscrit de Birkenau, qui est la suite du magicien d'Auschwitz. Alors, José, tout commence avec... Bon, je pense qu'on commence avec l'histoire, en effet, car c'est une histoire coupée en deux morceaux. Le manuscrit, c'est la conclusion du magicien d'Auschwitz. Alors, ce qu'on peut dire sur cette histoire, elle est basée sur des effets réels, comme vous avez dit. C'est l'histoire d'un magicien qui habitait à Prague et bon, qui est allé à Auschwitz. J'ai appris son histoire car dans un programme de télévision portugaise, un programme d'illusionnisme, imaginez-vous. À côté de moi, on m'a invité et à côté de moi, il y avait un vieillard de 92 ans à cette époque-là. Il est encore vivant, Van Reich. Alors, il a raconté en direct dans la télévision portugaise qu'il était un survivant d'Auschwitz. Il est devenu magicien quand il avait 16 ans à Birkenau, car il y a rencontré un grand magicien de son époque. Et alors, je suis intéressé en cette histoire. Il est venu chez moi, en effet. Il a passé une journée chez moi. Il a raconté toute cette histoire. Il habite aux États-Unis. Il est retourné, mais on a échangé plus d'une centaine d'emails. Il m'a raconté toute l'histoire de ce grand magicien. Et alors, le roman, Le magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau, car sont vraiment une histoire coupée en deux morceaux, comme j'ai dit, nous racontent cette histoire. Puisque nous sommes ici devant un magicien, voire quelqu'un qui fait de l'illusionnisme, car il comprend que ne sont que des trucs d'illusion, évidemment, mais ça m'a fait penser que je devrais toucher un sujet très méconnu chez le nazisme. Nous, aujourd'hui, évidemment, le national-socialisme est très bien étudié. On connaît ses sources intellectuelles. C'est le nationalisme, le racisme, l'eugénisme et le socialisme.
mais aussi l'ésotérisme. Et cette cinquième source est moins connue. Et alors, j'ai pensé, ça ferait du sens d'expliquer ce côté ésotérique chez les nazis. Et puisqu'ici, nous sommes devant un magicien, un illusionniste juif, qui comprend que la magie ne sont que des illusions, mais il était devant des gens qui croyaient à la vraie magie. Et comment il a fait pour manipuler ses croyances pour s'en sortir? Car le vrai magicien, Herbert Levin, il a survécu grâce à sa magie. Il n'a pas beaucoup révélé sur ce qui est passé à Birkenau, on sait quelque chose. Mais la seule chose qu'il a raconté, il a dit je m'en suis sorti grâce à la magie. Et alors le roman va raconter, bon, il présente comment ça pourrait se passer, un magicien s'en sortir grâce à la magie. Et là, ça va nous amener au crématoire et voilà pourquoi vous avez parlé des manuscrits qui sont relevants pour comprendre comment j'ai arrivé au crématoire. Alors, José, je voudrais rappeler que Herbert Levin était allemand, qui avait déjà fui l'Allemagne pour aller se réfugier avec sa femme et son fils à Prague. Et Oui, dans le roman, il y a aussi un deuxième personnage très important, Francisco. oui. Alors, Herbert Levin, il est un juif allemand, il travaille à la bourse, il avait la magie, l'illusionnisme en tant que hobby, mais puisque Hitler est arrivé, il a été expulsé de la bourse, alors il a décidé, bon, pas de futur en Allemagne pour moi, alors il est allé avec sa famille pour Prague. De l'autre côté, vous avez raison, il y a l'histoire de Francisco. Alors, l'histoire de Francisco, c'est un légionnaire portugais. C'est basé sur un personnage réel, en effet. Un légionnaire portugais de la Légion étrangère espagnole. Il a fait un crime au Portugal, il s'est enfui, il est allé en Espagne, il est allé à la Légion étrangère. Et quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, Franco, il considérait, les nationalistes espagnols, ils considéraient qu'ils avaient une dette de sang, la deuda de sangre, envers les nazis, car ils ont aidé Franco contre les communistes pendant la guerre civile. Alors, il a envoyé une division, la division bleue, division azul, comme les Espagnols l'appellent, pour aller à Leningrad pour le siège. Et au commencement, c'était des phalangistes, mais puis ils n'avaient pas beaucoup de gens, et alors ils ont envoyé les légionnaires. Et c'est à cet instant que beaucoup de Portugais sont allés en Russie dans la division bleue. La majorité était évidemment des Espagnols, mais ils avaient de toutes nationalités, mais il y avait beaucoup de Portugais. Et Francisco, c'est l'histoire d'un Portugais, c'est une histoire vraie d'un Portugais qui est allé là. Et après Stalingrad, Franco, vous savez, Franco, il voulait entrer dans la guerre à côté des Allemands. Et c'était le dictateur portugais Salazar, Antonio Salazar, qui lui a dit dès le début, n'en faites pas, car les Allemands ne vont pas gagner la guerre. Tu es tort. Et après Stalingrad, Franco, il a dit, mais Antonio, il a raison, ils ne vont pas gagner la guerre. Alors il a compris qu'il ne pouvait pas entrer dans la guerre à côté des Allemands. Alors il a donné des ordres à la division bleue de sortir. Et beaucoup de ces soldats qui étaient dans la division bleue ont été recrutés par la Waffen-SS. Alors, ils sont entrés dans la Waffen-SS qui a créé une division espagnole qui avait beaucoup de Portugais. Alors c'est basé sur cette histoire que je touche dans Le Magicien d'Auschwitz. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parce que je voulais expliquer Auschwitz, évidemment, des deux côtés, du côté des victimes et du côté des bourreaux. Mais le grand défi d'expliquer Auschwitz en particulier, et la Shoah en général, c'est pas expliquer le côté des victimes, car celui-ci, il est évident. Ils ont subi cette situation, ils n'ont aucune responsabilité, mais finalement, ils y étaient. Le grand mystère de la Shoah est comprendre les bourreaux.
Les victimes, c'est facile à comprendre. Les bourreaux, c'est très difficile à comprendre, car ça ne fait aucun sens. Et on ne peut comprendre la Shoah sans comprendre les 5 origines intellectuelles du nazisme, voire le nationalisme, tuer le juif et tuer l'étranger. Le racisme, tuer le juif et tuer l'inférieur. L'eugénisme, tuer le juif et tuer celui qui empêche le développement pour le Übermensch. Le socialisme, tuer le juif et tuer le bourgeois. Mais aussi l'ésotérisme, car l'ésotérisme est vraiment au cœur aussi, pas seulement, mais aussi de la Shoah, d'une façon telle qu'aujourd'hui, beaucoup d'historiens commencent à parler. Pendant beaucoup de temps, les historiens pensaient que le côté ésotérique du nazisme, c'était une chose marginale à l'idéologie. Et aujourd'hui, on commence à comprendre, non, qu'elle était centrale à l'idéologie. Et je pense que ça devient très clair quand on lit ces 2 romans qui sont finalement un de... Alors, justement, dans le 2e tome, le manuscrit de Birkenau, vous insistez sur Mengele, qui lui aussi pratiquait l'occultisme. On sait que Hitler avait ses voyantes. Oui, en effet. Bon, pour parler de l'ésotérisme nazi, il faut dire premièrement que l'ésotérisme nazi est né avant les nazis. Ces idées, ils étaient très présentes dès le 19e siècle. Et c'était basé surtout sur un livre qui est publié au 19e siècle, un livre qui aujourd'hui n'est pas très connu, mais un bouquin très influent dans l'idéologie nazie. Et alors, c'est un bouquin très influent pour le 19e siècle qui s'appelait La doctrine secrète d'une femme ukrainienne-américaine qui s'appelait Madame Elena Blavatsky. Madame Blavatsky elle a écrit ce bouquin-là. Il faut dire qu'au 19e siècle, il faut nous rappeler qu'à cette époque-là, les gens pratiquaient les séances de spiritisme. Exactement, c'était très, très à la mode. Même le mari de Marie Curie, il était dans ces conneries. C'était bon, vu comme une chose presque normale, scientifique. Elena Blavatsky, elle ne croyait pas au spiritisme, mais elle a créé le concept du gourou. Aujourd'hui, on parle du gourou, ce sage oriental. C'est un concept créé par Madame Blavatsky dans ce bouquin-là, La doctrine secrète. Et dans ce livre-là, elle raconte une histoire de l'humanité. Elle dit que l'humanité est le résultat de 7 races qui sont arrivées, différentes, qui sont arrivées sur la Terre. Et la 3e race était les Atlantes. Alors, ils étaient des hommes grands, blonds, beaux, très intelligents. Et ils avaient une étincelle divine, car ils sont venus du ciel. Ils étaient des demi-divins. Et ils sont allés à l'Atlantide, mais puisqu'après la catastrophe en Atlantide, ils sont sortis, ils sont allés pour des régions froides et surtout des montagnes. Alors, ils sont allés en Allemagne, au Tibet, aux Andes. Et en Allemagne, ils ont changé leur nom. Ils n'étaient plus les Atlantes, ils étaient des Ariens. Et ils sont mélangés avec les autres peuples. Et puisqu'ils sont mélangés avec les autres peuples, ils ont perdu l'étincelle divine. Alors, cette explication d'Elena Blavatsky, elle est entrée dans la psyché allemande dans le contexte du 19e siècle. Il faut rappeler que, surtout en Autriche, l'empire autriche-hongrois était un empire qui avait beaucoup de peuples différents. Évidemment des Allemands qui étaient au pouvoir, mais c'était une minorité. Il y avait des Tchèques, des Roumains, des Serbes, des Géorgiens, pardon, des Ukrainiens. Exactement. Des Hongrois, évidemment. Et avec le libéralisme au XIXe siècle, ces peuples-là voulaient se libérer. Les Tchèques ont ouvert des écoles où on enseignait en tchèque. C'était un scandale pour les Allemands. Mais comment ces cons-là, ces inférieurs, ils ne vont pas apprendre l'allemand non plus maintenant? Ils apprennent des Tchèques et des Ukrainiens et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Alors,
ces idées de Blavatsky sont entrées dans la psyché allemande dans le contexte où les Allemands perdaient le pouvoir dans l'empire autriche-hongrois. Exactement. Et alors, c'est pourquoi ces idées sont très fortes en Hongrie. Évidemment, Hitler était en Hongrie. Elles ont touché l'Allemagne. Et c'est pour... ils ont entré dans la culture allemande très forte. Il faut dire que pendant le nazisme, un des bouquins les plus populaires en Allemagne, c'était Siddhartha de Hermann Hesse. Vous voyez par exemple ce film avec Brad Pitt, 7 années au Tibet. Cette histoire d'une expédition nazie des SS qui avait une unité qui s'appelait Ahnenerbe pour aller au Tibet, pour trouver des traces des Aryens qui sont arrivés de l'Atlantide. Si vous voyez même Steven Spielberg avec Raiders of the Lost Ark, la première aventure de Indiana Jones, c'est aussi, il y a les Allemands qui cherchent l'Arche d'Alliance. C'est vrai que l'Ahnenerbe des SS cherchait l'Arche d'Alliance. Alors, on voit ce film d'Indiana Jones, on pense, oh, mais quelle connerie. Mais finalement, c'est basé sur des faits réels. José, justement, pour revenir aux personnages principaux du livre, dans cette amitié qui s'est créée entre Lévin et Francisco, en fait, ils vont s'aider, ils vont être tributaires l'un de l'autre. Et en fait, la grande difficulté, c'est qu'on ne s'y attendait pas, mais il y a eu une émeute du Sonderkommando. Alors, si vous pouviez nous parler du Sonderkommando déjà. Alors, il y a la question de savoir comment Hermann Levin est sorti de Birkenau. On ne sait pas. Il n'a dit qu'il avait fait de la magie et c'est ces temps-ci. Alors, j'ai posé l'hypothèse qu'il est allé au Sonderkommando. Et c'était un prétexte pour parler de vraiment ce qui est au cœur de la Shoah. Puisque quand on entend des récits des survivants d'Auschwitz, ils nous racontent des histoires admirables, certes, mais ce sont des histoires des gens ils sont sortis de ce lieu-là. Et dans ce sens, on oublie souvent que la grande majorité des gens, elles ont décédé à Birkenau. Ils ne sont pas des survivants. Mais les gens qui ont décédé, elles n'ont pas laissé des témoignages. Alors, le seul témoignage que nous avons sont des témoignages des gens qui ont survécu. Alors, j'ai pensé qu'il fallait donner la parole aux gens qui l'ont perdu. Et comment le faire? C'était par le Sonderkommando. Le Sonderkommando, c'était l'unité qui était dans le crématoire, comme vous le savez. Ils attendaient les gens qui allaient être gazés et ils envoyaient ces gens à la Gaskammer, à la chambre à gaz et tout ça. Et ces gens-là, ils ont été tués par les Allemands, car ils étaient des témoins. Mais ils étaient aussi les seuls qui pouvaient nous raconter qu'est-ce qui s'est passé là. Ils ont laissé deux sources d'informations. Premièrement, des manuscrits qu'ils ont cachés à côté des crématoires, où ils ont décrit tout ce qu'ils ont vu. Il y a quelques manuscrits qui ont été découverts, effectivement, voir le titre « Le manuscrit de Birkenau ». Et il y a une seconde classe de témoignages. C'est un historien israélien, Gideon Greif, qui a découvert une trentaine de survivants du Sonderkommando. On ne savait pas qu'ils avaient survécu, mais ils ont survécu. Et il les a interviewés. Et j'ai accès à ces interviews. Et alors, c'était la possibilité de faire la reconstitution de tout ce qui se passait vraiment au crématoire. Car, il faut le souligner, tous les témoignages qu'on a de Birkenau sont des gens qui n'étaient pas au crématoire. Alors, c'était l'opportunité de décrire vraiment qu'est-ce qui s'est passé là. Car c'était vraiment le cœur de la Shoah. Et c'est ainsi qu'on arrive dans le manuscrit de Birkenau. C'est une lecture très dure, effectivement, comme vous avez remarqué, mais aussi très nécessaire, car on ne comprend pas Auschwitz sans comprendre ce qui s'est passé au crématoire. C'était le cœur de la Shoah. D'ailleurs, à la fin du roman, vous dites, est-ce que le lecteur va pouvoir supporter et aller jusqu'au bout? Et en fait, en dépit de tout ça, en dépit de tout ce qu'on lit et qui est vraiment qui glace,
tout ça est encore loin, loin, loin de l'horreur vécue des camps. Oui, en effet, vous savez, je suis journaliste aussi et dans le journalisme, il y a toujours une certaine distorsion des événements. Par exemple, dans la rue où vous êtes, à cet instant, il n'y a pas aucun accident. Alors, il n'y a pas de nouvelles sur le sujet. Mais s'il y a un accident où il y a 10 morts, vous pouvez être sûr que ça sera dans le journal à 20 heures. Alors, le journalisme sont des exceptions, des ruptures de la normalité. Dans le cas d'Auschwitz, quand j'ai commencé à faire la recherche, j'ai remarqué que la réalité d'Auschwitz, elle était pire qu'on on parle. Quand on lit des bouquins sur Auschwitz, la description des événements n'est si dure, notamment dans la fiction. Et j'ai remarqué que les auteurs de fiction, soit dans les films, soit dans les romans, dans la littérature, ils édulcorent un petit peu. Pourquoi? Parce que la réalité est trop dure. Et si on regarde les essais, c'est comme regarder le soleil. On peut le faire pendant quelques instants, mais on peut pas faire ça pendant beaucoup de temps. Et voir la réalité d'Auschwitz plonger dans cette réalité est trop dur à faire. Et alors, je me suis dit, quand j'ai fait la recherche, c'est plus dur que je le savais. Et je comprends pourquoi. Pourquoi est-ce que les écrivains ne touchent pas dans ce profondeur dans le sujet? C'est que le bouquin deviendra illisible. Les gens ne seront pas disponibles à le lire. Alors, j'ai moi-même dit à ma femme, écoute, je ne vais pas écrire ce roman-là, car les gens ne seront pas prêts à lire un bouquin comme celui-ci. Et je ne veux pas tromper, je ne veux pas édulcorer. Je veux présenter les choses. Et je ne peux pas le faire, car les gens ne seront pas disponibles. Alors, j'ai dit non, je ne vais pas écrire le roman. Mais une semaine plus tard, j'étais très mal à l'aise avec cette décision. Alors, j'ai décidé, bon, j'ai dit non, je vais l'écrire honnêtement, sans rien édulcorer. Et si les gens ne seront pas disponibles à le lire, bon, tant pis, mais j'ai fait mon boulot. Et c'est pourquoi j'écris ce roman-là et je l'écris de la façon que j'ai écrit. Excusez-moi, mais comme le temps avance très vite et que je ne peux pas dépasser, je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu. Vous nous faites découvrir dans le manuscrit de Birkenau le camp des familles, dont on ne parle pas beaucoup. Oui, à Birkenau, il y avait beaucoup de camps, évidemment, le camp des hommes, les camps des femmes, les camps de transit, les camps de quarantaine, les camps de gitanes. Il y avait aussi les camps des familles. Les camps des familles, ils ont envoyé des familles de Theresienstadt pour de la République tchèque aujourd'hui. Et c'était un camp pour montrer à la Croix-Rouge au cas la Croix-Rouge arrivait là. Alors, c'était tout à fait différent. Les prisonniers, ils n'étaient pas des esclaves dans le sens qu'ils ne travaillaient pas comme les autres esclaves dans Birkenau. Ils étaient dans les familles, ils avaient les enfants, ils ne coupaient pas les cheveux, ils étaient habillés comme normalement, pas des habillements de prisonniers. Et bon, c'était vraiment un camp pour montrer à la Croix-Rouge, au cas que la Croix-Rouge arrivait. Et le magicien, il est allé là. Et c'est à cause de cela qu'il s'est débrouillé, sinon, probablement, il mourrait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, José dos Santos, vraiment, je vous remercie pour cette présentation de ces deux romans magnifiques que je vous invite tous à lire. Donc, Le magicien d'Auschwitz aux éditions Hervé Chopin et Le manuscrit de Birkenau aussi aux éditions Chopin. Je vous dis à très bientôt pour un autre roman, sûrement, José. Ah bon, en avril, je pense, en français, on aura quelque chose de nouveau. Bravo. Merci, José. À très Merci à bientôt. vous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.